De Guillaume Durand avec Le Figaro. Adrien Quatennens, bonjour. Nous allons d'abord évacuer des questions sans les négliger qui n'ont pas de rapport avec les Gilets jaunes. Le parquet de Paris donc a ouvert une enquête sur le financement de la campagne d'Emmanuel Macron, comme quoi il n'y a pas que la France insoumise qui peut avoir ce genre de problème. On se souvient des perquisitions chez Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que pour vous c'est une satisfaction que la République en marche soit mise en cause? Oui. Non, pas particulièrement. En fait, ce qui se passe, c'est que on va avoir l'occasion de vérifier là s'il y a, oui ou non, un deux poids, deux mesures, comme nous l'avions dit lors des perquisitions. C'est le sens de la question. Bien évidemment, parce que l'enquête préliminaire sur les comptes d'Emmanuel Macron, elle date pas d'hier. Ces comptes ont été validés avec des irrégularités, notamment de dons, de ristournes, ça avait été dit par la Commission, alors que les nôtres avaient été validés par la Commission sans irrégularité. Chez nous, il y a eu effectivement une quinzaine de perquisitions, y compris dans des domiciles privés. On n'a pas vu qu'il y ait ce type de dispositif. Mais ça prouve quand même que le parquet n'est pas aux ordres, puisque le parquet a pris la décision de cette enquête préliminaire. Mais attendons de voir si ça se présente de la même manière. Est-ce que vous avez vu une dizaine de perquisitions chez Castaner et tous ses proches ce matin à leur domicile? Est-ce qu'ils doivent s'y attendre de manière imminente? La vraie question autour de cela, nous l'avons toujours dit, il ne s'agit pas d'être au-dessus de la justice. Il ferait une différence. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de perquisition, ça veut dire que le parquet reste aux ordres. Ça veut dire qu'il y a un deux poids, deux mesures qui est conséquent et que selon que vous êtes dans ce pays, selon que vous soyez dans ce pays un ami de Jean-Luc Mélenchon ou un ami de M. Macron, vous n'êtes pas traité de la même manière. Souvenez-vous que pour M. Benalla, on a pu le prévenir 24 heures avant que la perquisition aurait lieu, ce qui fait qu'il a peut-être eu le temps de nettoyer un fameux coffre-fort. Bref, nous, ce que nous disons, c'est que nous ne voulons pas être traités différemment que comme tout justiciable devrait l'être. Mais on voit bien dans ce pays qu'il y a un deux poids, deux mesures. D'ailleurs, il se vérifie dans beaucoup de domaines, dont ceux qu'on va aborder après. Et donc, effectivement, on attend de voir comment ça va se passer, si le même sort va leur être réservé, puisque nous, notre probité n'est plus approuvée. Mais question avant les Gilets jaunes, pardon de vous interrompre, mais il faut toujours traiter tous les sujets. Et c'est pour ça que nous sommes ici tous les deux. Le deuxième sujet, c'est quand même Renault. Dans l'histoire de la gauche, Renault, c'est à la fois, dans le cas de Carlos Ghosn, évidemment, le super patronat mondial et une alliance avec les Japonais. Mais dans l'histoire de la gauche, Renault a joué un rôle du point de vue syndical, du point de vue du monde ouvrier. Est-ce que vous, par exemple, en dehors de l'affaire de Ghosn, vous êtes inquiet pour l'avenir de l'entreprise? Est-ce que ça vous préoccupe? Évidemment que je le suis, parce que je suis préoccupé de l'avenir industriel de mon pays, même si je dois vous dire que le projet industriel de la France insoumise n'est évidemment pas un projet industriel qui repose essentiellement sur le modèle de la voiture individuelle. Nous, on appelle à la planification écologique, c'est-à-dire réorienter toute notre industrie. Ce serait beaucoup de travail pour pouvoir faire la planification écologique, mais évidemment que la situation de Renault me préoccupe, puisque avant de penser à son PDG, je pense bien évidemment à tous ces salariés qui vivent une situation, il faut bien le dire, à minima d'instabilité. Ensuite, ce que ça signe quand même, ce qui vient de se produire, et même si je sais qu'il y a toute la polémique autour des questions notamment de guerre industrielle qu'il peut y avoir derrière ce cas, c'est qu'on sait quand même qu'a priori, ce qui est en cause, c'est que sur des revenus entre 2011 et 2015, je crois 75 millions de revenus pour M. Ghosn sur la période, il n'en aurait déclaré que la moitié. On nous dit qu'ici en France, il n'y aurait pas de problème. Vous-même, vous employez le conditionnel. Je prends les précautions parce que tout le monde est présumé innocent avant que la justice ait fait son travail. Mais néanmoins, ça montre quand même quelque chose aussi, c'est que quand on voit ne serait-ce que les rémunérations, vous voyez, M. Ghosn, c'était aussi le symbole des rémunérations absolument faramineuses. Enfin, on parle de 10 à 15 millions d'euros par an. C'est-à-dire qu'il y a aussi... C'est le cas de tous les grands patrons dans le monde, vous le savez très bien. C'est un problème, M. Durand, parce que moi, je ne nie pas qu'un patron doit pouvoir gagner sa vie correctement et bien évidemment pas être forcément au même niveau de salaire que le plus bas salaire de l'entreprise, mais j'interroge de tels écarts. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui? C'est un fait. Eh bien, c'est une réalité mondiale. Bien évidemment. Si vous êtes un jour maire de Lille et que vous avez traité avec des grands patrons qui implantent des industries, Guillaume Durand, vous aurez affaire à des gens qui ont ce type de rémunération. Vous ne pouvez pas nier que on ne peut pas justifier que quelqu'un gagne 300 fois plus que le salarié d'entreprise. Est-ce qu'on mérite 300 fois plus, même quand on est patron d'une entreprise, même quand on prend des risques comme on l'entend? Moi, je pense qu'on ne fait pas une société qui concourt correctement à l'activité du pays avec de tels écarts. Nous disons, par exemple, un écart raisonnable, ce serait un écart de 1 à 20. Et d'ailleurs, le marché, c'est pas la raison. Mais d'ailleurs, si le patron de l'entreprise veut maintenir son salaire au même niveau, avec l'écart de 1 à 20 que nous proposons, ce n'est pas confiscatoire. Simplement, s'il veut maintenir l'écart de 1 à 20, il doit augmenter tous les autres. Ce matin, vous ne condamnez pas a priori Carlos Ghosn? Évidemment que je condamne les rémunérations absolument indécentes. Et en matière fiscale, j'appelle d'ailleurs à ce qu'on ait plus d'informations, parce que Bruno Le Maire nous dit en France, il n'y aurait pas de difficulté avec la situation fiscale de M. Ghosn. Ils ont fait enquêter le fisc français a rendu sa copie sur ce thème. Mais peut-on savoir combien il paye d'impôts? Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, aussi de l'optimisation fiscale, même si c'est légal? Vous voyez, ce contournement de l'impôt
participe du deux poids deux mesures permanent en matière fiscale qui alimente notamment les colères que l'on voit dans le pays. C'est clair que l'arrestation de M. Ghosn dans le contexte des Gilets jaunes et de la colère populaire, ça montre aussi quelque chose profondément des inégalités, des injustices sociales dans ce pays. Gilets jaunes, je voudrais qu'on écoute 2 extraits de Jean-Luc Mélenchon que vous connaissez. D'abord le meeting de 2017. Voici ce qu'il disait. Franchement, qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un qui dit « il ne faut pas faire la chasse au diesel ». Il reste au cœur de la politique industrielle française et du projet industriel français de la mobilisation environnementale. Quand on dit « il ne faut pas faire la chasse », ça veut dire qu'il faut câliner. C'est une manière de montrer un comportement honteux. Alors à votre avis, qui c'est qui a dit ça ? Eh oui, c'est M. Macron. C'est donc pas une question personnelle. C'est que cet homme n'a pas compris la nature du problème qui se pose à la civilisation humaine et à la société française. Voilà, et il y a c'était le 30 octobre dernier, pas très loin de chez vous, donc à Lille. Voici ce que disait Jean-Luc Mélenchon, c'est exactement le contraire. Que voulez-vous que fassent les pauvres gens ? Eh bien, ils essayent de faire face, c'est tout ce qu'ils font. Vous me dites, si j'augmente le prix du carburant, eh bien, on va moins utiliser de carburant. Vous allez rapprocher l'école de ma maison ? Je vais pouvoir aller au centre commercial. Comment ? Vous allez m'y emmener, vous me ramenez, vous me payez le taxi ? Et leur colère est juste, leur colère est digne, leur colère mérite le respect. C'est la schizophrénie. Je parle pas de point de vue de la maladie, mais c'est-à-dire que pendant la campagne, on dit des propos, et quand on est au cœur d'un mouvement qu'on soutient sans le soutenir, on dit exactement le contraire. Mais il vous reste, Monsieur Durand, à me faire la démonstration que dans les 2 extraits que vous venez de diffuser, il y a une contradiction. Je m'explique. On vous dit toujours à cette heure, nous sommes, entendez-le bien à ce micro, nous sommes pour la sortie du diesel et des énergies carbonées. D'accord ? Et nous n'avons absolument jamais varié sur le discours. Par contre, il y a une chose que je vous demande de démontrer si vous savez le faire. En quoi taxer unilatéralement celles et ceux qui n'ont pas le choix que de prendre leur voiture individuelle, sans que on leur offre par ailleurs d'alternatives à la voiture individuelle, va leur faire renoncer. Monsieur Guillaume Durand, c'est probablement à ça que réfléchit le gouvernement actuellement. Non, monsieur Guillaume... Je vous donne un exemple, c'est un exemple de ce matin, qui vient de La Réunion. Vous n'êtes pas porte-parole du gouvernement. Non, pas du tout, je vous pose des questions. Non, mais oui, justement, laissez-moi le temps de vous y répondre. Je vous donne un exemple. À La Réunion, ils ont décidé de geler pendant 3 ans la taxe. Bon. Peut-être que c'est ça qui va arriver en laissez-moi le temps de vous y répondre. Nous, ce que nous disons, c'est que il nous reste à faire la démonstration qu'en augmentant les tarifs du carburant, les gens vont y renoncer s'ils n'ont pas le choix. La vérité, vous le savez comme moi, c'est que les gens, même si vous faites x2 au prix de la pompe, ils vont payer x2 s'ils n'ont pas le choix. Ils vont se sacrifier par ailleurs, dans un trop-plein d'ailleurs, dont la taxe sur les carburants est finalement la dernière goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce qu'en plus, il y a la CSG, il y a l'augmentation des tarifs de l'énergie, alors qu'on nous avait dit que l'ouverture à la concurrence ferait baisser les prix, il y a les complémentaires santé qui augmentent, donc c'est un trop-plein. Par ailleurs, j'interroge la cohérence d'une politique qui veut que d'un côté, on taxe unilatéralement les carburants pour ceux qui n'ont pas le choix, mais que par ailleurs, on laisse tranquille les plus grands industriels pollueurs, les déplacements avec le kérosène, les croisières en bateau. Ce 2 poids 2 mesures, Monsieur Durand, mais là, ce sont exprime cette colère. Oui. Et par ailleurs, celles et ceux qui ont été irresponsables en disant que ceux qui ont manifesté ce week-end seraient anti-écologiques ne sont absolument pas responsables. Parce que ce n'est pas une politique écologique que de taxer unilatéralement les carburants. Moi, Monsieur Durand, pour terminer là-dessus, je veux bien qu'on reparle de la taxation sur les carburants le jour où, par ailleurs, on offre le choix à nos concitoyens. Par exemple, en zone urbaine, en offrant les transports en commun gratuits. En zone rurale, plutôt que de faire l'ouverture à la concurrence de la SNCF, qui fait que par souci de rentabilité, vous le savez comme moi, des petites lignes risquent de fermer, alors qu'elles offrent une alternative à nos concitoyens. Ça n'est pas une politique écologique, c'est une politique antisociale. Après cette démonstration flamboyante, le problème, c'est qu'on ne comprend pas très bien. Tout à l'heure, je parlais de la schizophrénie de Jean-Luc Mélenchon politique, bien évidemment. Mais la France insoumise, vous êtes avec, mais vous n'êtes pas devant. Là, par exemple, Force ouvrière va décider de rejoindre la manifestation ou rejoindre le mouvement. Quelle est exactement cette question d'ailleurs pourrait être posée pour les Républicains avec Wauquiez ou pour le Front National avec Darmanin. On ne comprend rien parce qu'au fond, vous soufflez sur les braises, mais en même temps, vous n'êtes pas avec eux. On ne souffle pas sur les braises. J'aime pas cette rhétorique. Personne ne peut se satisfaire d'une situation d'instabilité dans notre pays, d'accord ? C'est d'abord ce qu'il faut dire. Nous, ce que nous voyons, c'est que cette colère est-elle légitime ? La réponse est oui. Les gens sont vraiment là parce qu'ils sont à bout. Pourquoi vous manifestez pas avec eux ? Mais c'est ce que j'ai fait, enfin, Monsieur Durand. Moi, samedi, non, mais je veux dire clairement. Mais clairement, moi, samedi, j'avais le gilet jaune sur les épaules, parce que je voulais justement pas me distinguer. Je suis allé, y compris dans la manifestation, comme tout le monde, et sans me distinguer, sans écharpe tricolore, sans un sticker de la France Insoumise. Pourquoi faire ? Pour essayer de non seulement... C'est ce qu'on appelle de la récupération. D'abord, non, surtout pas. Puisque je soutenais comme tout le monde et je n'ai pas voulu faire attirer la lumière à moi. Par contre, je peux vous dire une chose, les mots d'ordre que j'ai entendus sont sans commune mesure avec celles et ceux qui se laissent dire que c'est un mouvement anti-écologiste. C'est d'abord et avant tout le pouvoir d'achat. Vous savez, Monsieur Durand, hier nous l'avons dit à l'Assemblée nationale, il ne peut pas y avoir dans ce pays d'ordre s'il n'y a pas la justice sociale. Ça n'est pas possible. L'ordre public nécessite la justice sociale. Et le gouvernement a tort de mépriser cette colère populaire. S'il continue cela, il va lui en cuire, véritablement.
Merci Adrien Quatennens, donc pour la France Insoumise, était l'invité politique de la matinale. Demain, nous recevrons Laurent Wauquiez dans cette semaine qui est assez compliquée, puisque comme vous l'expliquait Guillaume Tabar tout à l'heure, on ne sait pas très bien si c'est le dialogue qui est privilégié par le gouvernement ou la fermeté face au désordre et qui évidemment s'est installé dans le pays avec un bilan qui est quand même extrêmement lourd. Vous le savez. Il est 8h27, bonne journée à vous Adrien Quatennens.